Vous voyez mon écran, j'espère. Bon, Euh, bon, si mais, tu veux, tu me laisses, je partage. Bon, je ne sais pas si c'est mon niveau, j'ai partagé, hein. non, non, Et puis, Est-ce que c'est bon? C'est partagé? non, attends, Dominique, il faut désactiver ton partage d'abord. attends, ok. Voilà, maintenant, Jean-Martial partage maintenant. Ok. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon, vas-y. D'accord. Administrer les machines virtuelles sur Azure. Donc aujourd'hui, je pense que bon, on a déjà fait le stockage. On va parler des machines virtuelles. Donc, c'est quoi une machine virtuelle? Pourquoi on doit mettre en place une machine virtuelle? Euh, Pas mal de questions. Pourquoi la redondance, tout ça là. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Je pense que donc, donc déjà, en objectif, pour le module 1, on va voir déjà la configuration des machines virtuelles. On va voir aussi la configuration de la disponibilité des machines virtuelles. Et puis, il y a le lab en fin de, en fin de ce module-là. Donc, configuration des machines virtuelles. Donc, si on demandait ici, pourquoi mettre en place une machine virtuelle, c'est quoi une machine virtuelle? Donc, il faut comprendre qu'une machine virtuelle, c'est dans le jargon, c'est-à-dire qu'en termes IT, c'est une instance de calcul qui s'exécute sur une infrastructure peut-être cloud, une infrastructure physique. Donc, elle offre les mêmes capacités qu'un serveur physique traditionnel qu'on connaît. Donc, quand tu rentres dans un data center, quand tu vois un data center, de la manière les data centers sont conçus, de la manière les data centers sont, c'est comme si une machine virtuelle est conçue. Donc, donc, si on veut dire, donc c'est un peu ça. Donc, l'objectif qu'on va voir, on va passer en revue les responsabilités des clouds. On va voir aussi la planification des machines virtuelles. On va déterminer le dimensionnement, le stockage sur les machines virtuelles. On va créer peut-être une création d'une machine virtuelle dans le portail Azure, se connecter à cette machine virtuelle, se connecter à des machines virtuelles Windows, se connecter aussi à des machines virtuelles Linux, et puis récap. Donc, il faut dire que lors de la certification, ce module-là compte entre 20 et 25%. Donc, c'est un module qui est très, très, très important. D'accord. Donc, on continue. Donc, on va passer en revue la responsabilité cloud. Donc, du coup, comme on a dit au départ, quand on a commencé sur Azure, on a dit il y a les responsabilités. Donc, je pense que c'est le type de cloud. Il y a le SaaS, il y a le PaaS, il y a l'IaaS et puis déjà, il y a l'hybride. Donc, l'hybride, c'est le local. Donc, le SaaS, Software as a Service, c'est c'est une responsabilité qui permet de donner la possibilité je dirais, à l'utilisateur. Donc, ici, c'est entre l'utilisateur et Azure. Donc, entre l'utilisateur et le cloud. Donc, le pass, c'est entre l'utilisateur et le truc et l'IACC est partagé. Donc, ici, on a la responsabilité qui incombe toujours le client. C'est-à-dire, le client, c'est toi, c'est moi, c'est pratiquement une autre personne tierce. Il y a la responsabilité qui varie selon le type. Donc, on a une responsabilité qui varie entre le fournisseur cloud et entre le client. Et puis, il y a la responsabilité qui est uniquement que dédiée au fournisseur cloud. Donc, ici, si on veut regarder la responsabilité qui incombe toujours le client, déjà, on a les informations, on a les données, on a les appareils, on a le compte et les identifiants. Donc, je prends un exemple simple. Et si je prends mes données, c'est-à-dire que si je prends mes fichiers que je mets sur Azure, mes fichiers, je suis responsable de mes fichiers. Quand je paye un ordinateur, je donne à mon utilisateur, je suis responsable de cette machine. Et quand je crée un compte dans Azure pour mon utilisateur, de sorte à ce qu'il ait les identifiants, il ait accès à sa machine, je suis responsable. Maintenant, il y a la responsabilité qui varie entre le client et Azure, qui est notre fournisseur. Il y a l'identité et l'infrastructure annuelle. Donc, identité et infrastructure annuelle, ici, on a l'Active Directory qui est sur Azure. L'Active Directory qui est géré par le client, mais il appartient
au fournisseur cloud, on a les applications. Je peux dire que dans Azure, il y a les applications qu'on peut mettre directement. Il y a aussi le contrôleur réseau. Le contrôleur réseau, c'est entre toi et puis le client. Et il y a le système d'exploitation dont toi tu gères et dont le client va gérer. Aussi, il y a la responsabilité qui est typique au fournisseur cloud. Donc, il y a déjà le physique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'infrastructure, je peux dire que quand on parle d'infrastructure, c'est-à-dire le serveur, on parle de, comment on appelle ça, les équipements. Les équipements, c'est pour Azure, parce qu'on a dit qu'Azure a des grands centres de données. Donc, il y a là-bas, ils ont tout ce qui est physique, ils ont tout ce qui est le réseau, c'est-à-dire que les câblages, et puis ils ont pratiquement, c'est eux qui gèrent pratiquement tout ça. Donc, eux, tout ça, ça appartient comment on appelle ça, au fournisseur cloud. Donc, quand on prend le premier type qui est le software as a service, on regarde que tout ce qui incombe le client, c'est au niveau de l'information des données jusqu'à l'identité infrastructure annuelle seulement. Donc, à part ça, tout ce qui est application, contrôleur, tout ça là, c'est pour comment on appelle ça? C'est pour le fournisseur cloud. Le pass, c'est pareil. À part simplement le réseau, le reste, ça appartient au client. Le IaaS, On dit infrastructure sous as a la service, responsabilité. Utilise plutôt sous la sous la. responsabilité. Voilà. Sous la responsabilité. Donc, sous la responsabilité. Donc, on a l'IaaS, l'infrastructure as a service, qui est ce qui est sous la responsabilité du fournisseur cloud, c'est simplement tout ce qui est machine, c'est-à-dire que tout ce qui est dans son data center. À part ça, tes données, tout ce qui est mobile, tout ça là, ça t'appartient. Maintenant, on a le local. Le local, c'est ce qui est dans ton data center. Dans ton data center là, ce n'est pas Azure qui va venir manager, c'est toi qui es responsable. Quand il y a un problème du courant, c'est toi. Quand il y a un problème du réseau, c'est toi. Donc, voici un peu la différence entre les différentes responsabilités qui incombent le client et qui incombent le fournisseur du cloud. Alors, une parenthèse, reviens sur la Oui. slide. Une parenthèse, c'est que, Monsieur Nasser, ce que tu dois comprendre, c'est que il y a eu des questions au départ, hein, disant que non, qu'on va aller sur le cloud, est-ce que Microsoft va pas voler nos données? Est-ce que... Donc, quand quelqu'un te pose toutes ces questions-là, il faut lui montrer, hein, ce tableau-là pour lui dire, voici ce qui est sous notre contrôle, voici ce qui est sous le contrôle de Microsoft quand on décide d'aller sur Azure. Donc, automatiquement, la personne peut voir que si vous êtes dans l'IaaS, hein, par rapport au cours qu'on est en train de faire maintenant, vous voyez toute la partie qui est sous votre responsabilité et votre contrôle, et vous voyez la partie qui est sous la responsabilité de Microsoft. Donc, Microsoft va vous offrir seulement le data center, les disques durs, les serveurs, les baies de stockage. Tout le reste, c'est vous qui gérez. Donc, si on vole vos données, si c'est piraté, si c'est je ne sais pas quoi, vous n'allez pas aller accuser Microsoft. Donc, ici, c'est vrai, c'est un tableau qui démontre les différentes responsabilités, mais c'est aussi pour apporter des réponses, sinon toutes les réponses possibles à toutes les personnes qui ont des inquiétudes, qui ont des questions. Non, est-ce que ce tableau-là répond à toutes ces questions? Merci. Go ahead. J'espère qu'il a compris. Hein. Sinon, on peut commencer. Donc, on va commencer la planification des machines virtuelles. Donc, on va commencer par planifier le réseau, on va nommer la machine virtuelle, on va choisir un emplacement. Donc, déjà, comme on avait parlé au préalable, donc l'emplacement, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très important. Donc, il faut regarder là, dans chaque région dispose de fonctionnalités de différents thèmes. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as choisi Europe Est, il y a ce qui appartient à Europe Est, c'est-à-dire qu'il y a dans cette zone-là, il y a je pourrais dire, il y a des fonctionnalités ou bien il y a des variantes qui ne sont pas peut-être dans l'Amérique du Nord. Donc, avant de créer ta machine virtuelle, tout ça là, il faut planifier, il faut regarder, il faut prendre en compte le tarif, il faut prendre en compte la zone, il faut prendre en compte si tu veux faire comment on appelle ça, en haute disponibilité. Donc, tout ça là, ça va dépendre de toi. Donc, du coup, avant de faire quoi que ce soit, créer ta machine virtuelle, il faut une planification.
Donc, déjà, il faut déterminer le dimensionnement. Donc, Pardon, tu peux sur, revenir un tout petit peu. J'ai oui, un petit rajout à dire. Ouais. Bon, ici, il faut aussi noter en additif que, bon, pour créer, bien sûr, les machines virtuelles, il y a des conditions. Donc, la manière de créer sur Azure est un peu plus différente que sur on-prem. Donc, pour créer une machine virtuelle au niveau d'Azure, il faut obligatoirement qu'un réseau, un VNet existe déjà. Voilà. Avant de pouvoir créer la machine virtuelle. Donc, la VM doit être automatiquement connectée au réseau pour que plus tard, tu puisses avoir accès euh, à la machine virtuelle, vu que généralement, il y a une part publique et privée. Donc, tu pourras avoir accès aussi à distance et tout. Donc, bon, comme il a dit, toutes ces conditions sont très importantes. Le choix de l'emplacement, parce que ça va agir sur le tarif également. Ouais, c'était ça. Ok, donc, d'accord. condition pour condition, s'il n'y a pas de réseau, on ne peut pas créer des VM. On-prem, que ce soit sur une infrastructure VMware ou bien même non virtuel, tu peux créer ta machine et puis c'est le jour où tu veux la connecter, tu la connectes à un réseau virtuel. Mais sur Azure, ce n'est pas possible. Pendant que tu es en train de créer, il faut au préalable l'existence d'un réseau. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour le tarif, le choix de l'emplacement va déterminer le prix. Alors, Jean-Marcel en a parlé, mais j'explique un peu. Alors, un data center qui est en Inde n'a pas eu le même coût d'implantation qu'un data center qui est aux États-Unis. Donc, du coup, les éléments, les mêmes services, les data centers offrent les mêmes services, mais compte tenu du fait que le coût d'implantation est différent d'un data center à un autre, les prix des services aussi vont varier. Donc, je prends une VM qui coûte par exemple $30 aux États-Unis. Quand j'arrive en Inde, la VM ne peut pas coûter $30. Peut-être elle va coûter moins que ça. Voilà. Et puis, l'emplacement, sachez que Azure est constitué de 70 régions. Alors, je vous ai expliqué au départ ce que c'est qu'une région. Une région, c'est un ensemble d'au moins un data center jusqu'au maximum 3 data centers regroupés dans une zone géographique bien donnée. Donc, si on prend par exemple Abidjan, si Azure vient mettre 3 data centers en Côte d'Ivoire ou bien à Abidjan, Abidjan va représenter une région Azure. Voilà, c'est ça une région Azure. Donc, le fait d'avoir les 3 data centers veut dire que tu as une région pleinement constituée. Donc, tu peux offrir plus de services. Donc, quand tu choisis l'emplacement, choisis l'emplacement en fonction du service que tu veux implémenter. Par exemple, si tu choisis une région où il y a un seul data center, il y a des services que tu ne peux pas implémenter. Tout à l'heure, on a vu sur le stockage LRS, ZRS, GRS, ainsi de suite. Donc, je prends par exemple le ZRS. Si tu choisis un emplacement où il y a par exemple deux data centers, ouais, tu peux faire le ZRS. Mais non, non, je ne pense pas. Tu ne pourras pas, puisque c'est 3 zones dans 3 data centers différents. Donc, vous voyez que en fonction du service, il faut tenir compte du type de région. Donc, il y a des régions qui ont un seul data center, il y en a qui ont 2, il y en a qui ont 3. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Il faut tenir compte aussi de la proximité. Quand on est en Côte d'Ivoire, quand euh, on veut aller, par exemple, on veut stocker des données, on a l'Europe, on a l'Amérique, et puis on a l'Afrique du Sud. Donc, il faut regarder quelle est la région la moins éloignée. Il faut regarder la région la moins éloignée. Voilà. Donc, on tient compte de tout ça. C'est ce que vous voulez ajouter aussi. On continue. OK. Je pense que si tu veux choisir en Côte d'Ivoire, je pense que l'Europe Est, je crois que c'est la région là, qui est plus proche au fait de la Côte d'Ivoire qui peut nous arranger au fait. Oui, oui, c'est l'Europe. OK. Bon, il y a l'Europe Est. Il y a même Est, il y a le Sud aussi, dans la région de Marseille, là. Il y a des oui. data centers là. À Marseille, c'est sud ou bien c'est est? C'est Sud. Ah, ça, c'est que c'est l'Europe Sud. C'est au niveau de Marseille, tout. Voilà, c'est Sud.
Maintenant, l'Est, on a l'Espagne, le Portugal. Et à Oui, oui, le l'Ouest, prochain, voilà. voilà, à l'Ouest, on a les pays comme, comment on appelle ça, l'Allemagne, une partie de la France, depuis, voilà, c'est ça. OK. Donc, on continue. Donc, on va déterminer le dimensionnement, en fait. Voici, excusez, le dimensionnement. Donc, c'est-à-dire quoi? Ici, le dimensionnement, c'est-à-dire qu'au niveau de ta CPU, au niveau de ta RAM, au niveau de ta mémoire, au niveau de ce que tu veux faire, en fait. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je dis que je vais mettre peut-être en place, je vais créer peut-être un serveur web. Et pour créer ce serveur web, j'ai dit, bon, j'ai besoin de peut-être 8 gigas de RAM, peut-être 100 gigas de disque et une CPU peut-être de 2.6 ou bien 2.8 pour que ça puisse aller. Donc, tout ce dimensionnement-là, avant de mettre la machine virtuelle en place, il faut au préalable que tu aies peut-être une idée de ce que tu veux faire vraiment. Parce que si tu n'as pas une idée de ce que tu veux faire vraiment, tu vas te rendre compte que tout ce que tu seras en train de faire à la fin, tu te rends compte que, mais attends, je récupère peut-être ces capacités-là, alors que le prix de la machine avec ces capacités, puisque quand tu prends peut-être une grande CPU, ou bien tu prends quelque chose de grand, il faut te dire que le coût aussi aura un impact au fait. Donc tout ça là, au préalable, il faut vraiment, vraiment avoir un œil dessus. C'est pourquoi on parle du dimensionnement de tes machines virtuelles. Donc, voici un peu ce que je peux dire sur cette histoire de dimensionnement. Aujourd'hui, quand tu achètes un serveur, tu te dis, bon, j'achète un serveur, je dois peut-être mettre sur ce serveur-là mon AD, je dois mettre peut-être un serveur de base de données en local. C'est ce que tu te dis, mais sur Azure, sur une machine virtuelle, peut-être tu peux peut-être déposer quelque chose, peut-être sur peut-être, je ne sais pas comment quoi dire, mais c'est que tu veux conserver sur cette machine-là, il faut avoir la capacité réelle de ces données-là avant de te lancer, avant d'avoir la machine virtuelle. Donc la CPU, comment on appelle ça? La performance, c'est au niveau de la RAM, au niveau du 18, comment on appelle ça? Le stockage, la mémoire et autres. Ouais, ok, non, Donc, c'est-à-dire voici un qu'au peu. préalable, il faut savoir ce que tu veux, en fait. Parce que si tu ne sais Fait, pas ce que tu veux, tu ne pourras fait, pas, voilà. Donc, sachez aussi que dans Azure, on ne crée pas les VM comme on crée chez nous, où chacun définit les tailles et les performances, ou bien les caractéristiques. Non. Là-bas, ils ont déjà des types, des catégories de machines qui existent. Et dans chaque type et catégorie, il y a des sous-catégories. Voilà, avec pour chaque type de VM, les caractéristiques bien définies. Donc, comme Jean-Martial l'a dit, si au préalable, tu sais que tu cherches, tu veux mettre en place un serveur qui doit avoir un stockage de 500 gigas, une RAM de 32 gigas avec par exemple 4 CPU. Donc, tu vas aller chercher parmi les types de machines et la catégorie qui correspond à la VM que tu veux et tu choisis. Sinon, ce n'est pas toi-même, tu vas aller définir les tailles. Non, c'est déjà prédéfini, les types sont là, les catégories sont là. Et exemple, comme ce tableau le montre, on a les types qu'on appelle usage général. Donc, ce sont les VM qu'on peut de manière ordinaire utiliser. Donc, ces VM-là, il y a une proportionnalité, hein, un équilibre entre le processeur et la mémoire. Donc, par exemple, on te dit, pour un processeur, on a 2 Go de RAM. Donc, deux processeurs, tu auras 4 Go de RAM. On a les types optimisés pour le calcul. Donc, ce sont des VM où on a un processeur très puissant. Donc, le ratio du processeur est plus élevé que la mémoire. On a optimisé pour la mémoire. C'est-à-dire que là, la mémoire aura une très grande capacité par rapport au processeur. Optimisé pour le stockage, ce sont des VM qui vont utiliser des disques qui ont une très grande vitesse en termes de lecture et écriture. Voilà. Et on a les GPU. oui, Bon, les GPU, je vais m'attarder un peu sur ça parce que c'est l'actualité aujourd'hui. Voilà. Et les GPU, c'est quoi? Ce sont des machines qui utilisent un type de processeur spécial. Hein, à l'école, on nous a dit, on appelle le processeur CPU.
Mais vous voyez que GPU, CPU, ça se suit un peu. Tout simplement parce que, historiquement, il y avait une entreprise qu'on appelle NVIDIA qui construisait des cartes graphiques. Et ces cartes graphiques étaient utilisées dans les ordinateurs qui faisaient des traitements d'images, des montages vidéo. Donc, lui, il a créé un calculateur qu'il a nommé GPU qui permettait d'accélérer au niveau de la carte graphique. Donc, ça faisait que ces machines-là, quand tu les prends, elles sont très performantes en termes d'image, de résolution d'image. Voilà. Donc, si Azure, vous voulez mettre en place une VM qui va traiter des images ou bien des vidéos, mieux vaut utiliser le type GPU. Alors, donc, NVIDIA, pour revenir à l'histoire, NVIDIA a continué à développer cette gamme d'équipements qu'on appelle GPU, qui a donné naissance à des types de machines qu'on appelle les gamers. C'est sûr que vous avez peut-être entendu parler. Donc, quand il y a un type de gamer, par exemple, qu'on appelle Alienware, je parle de Dell, qui est rempli de GPU, qui fait que quand tu es en train de jouer un jeu, la machine ne se plante pas, ça ne chauffe pas. Et donc, aujourd'hui, c'est cette GPU-là qui a été utilisée par l'entreprise qu'on appelle OpenAI, qui est, je peux dire, le fer de lance de l'intelligence artificielle sur le plan mondial. Donc aujourd'hui, les GPU là sont devenus les perles rares. Elles coûtent plus cher que les CPU standards parce qu'elles ont une caractéristique qui leur permet de traiter un très grand nombre d'informations par rapport aux CPU classiques. Donc l'entreprise NVIDIA, aujourd'hui, je suis en train de vous parler, est l'entreprise la plus cotée au monde à la bourse. Donc, elle est venue dépasser Microsoft et consorts. Donc, vous pouvez taper directement sur Google, NVIDIA, ils vont vous dire. Je crois, il n'y a pas longtemps, il y a de cela peut-être 1 ou 2 semaines que cela s'est passé. Donc, c'est très, 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 très important, les GPU. Et pour terminer avec les HPC, on les appelle les HPC ou bien calcul haute performance, ce sont des machines qui sont utilisées pour faire des opérations très compliquées, très complexes et très longues. Donc, on va souvent les utiliser dans les centres de recherche. Voilà. Les centres de recherche où il y a les chimistes, les mathématiciens, les physiciens qui vont rentrer des opérations, ou bien même dans les entreprises, ceux qui font, les entreprises qui font des explorations géologiques ou bien pétrolières, quand elles vont faire les explorations là, quand elles reviennent et les données, on a besoin des HPC là pour faire les calculs. Moi, j'en ai déjà vu dans les entreprises qui font du pétrole, du gaz, ceux qui font des exploitations offshore. Et si tu mets ces calculs-là sur un PC normal, le PC va s'exploser. C'est-à-dire que tu seras là, et puis à un moment, tu vas sentir une odeur de brûlé, et puis tu vas voir fumer dans le PC. C'est-à-dire que le processeur classique qui est utilisé dans ces PC ne peut pas supporter ces genres de calculs. Donc, il faut des types spécifiques de PC qu'on appelle HPC, calcul haute performance, pour pouvoir traiter ces genres d'opérations. Donc, si tu mets une opération... Ceux qui font aussi, actuellement, ceux qui utilisent aussi l'IO, donc ceux qui utilisent même l'intelligence artificielle poussée, là, Oui, qui oui. utilisent même ces mêmes type d'ordinateur. Oui, c'est le même type d'ordinateur, mais qui sont de plus en plus équipés par notre fameux GPU de NVIDIA. Voilà. Donc, tu peux continuer. OK. Merci, Claver. On continue. Donc, on va déterminer le stockage des machines virtuelles. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand vous êtes en train de créer, vous créez une machine virtuelle, il y a derrière le stockage. Par défaut, peut-être tu as dit que bon, je choisis le C pour le système d'exploitation. On a tous des machines, on a le système d'exploitation qu'on utilise et puis après, on a le disque temporaire. Donc, le disque temporaire qui est référencé ici par SQU qui contient des données, mais c'est de données de laps de temps, en fait. Après un laps de temps, ces données-là disparaissent. Et puis, on a le disque de données, qui est le disque D. Et puis, on a le disque, on appelle ça le disque F pour la donnée. Donc, le disque D, qui est pour une donnée temporaire, qui est référencé sur le SQU. Et puis,
puis le disque F ici, qui est une donnée, genre, je crée, quand tu as un disque, je prends un exemple, tu as, tu as un ordinateur que tu fais deux disques, tu as 500 gigas, tu divises les 500 gigas en deux. Et quand tu divises les 500 gigas en deux, tu as le disque D, tu as le disque F, le disque C. Le disque D, c'est pour ta donnée, c'est là-bas que tu vas aller stocker tes données généralement. Mais le disque C, c'est le disque qui contient le système d'exploitation. Mais derrière, il y a un disque D qui est créé temporairement. C'est-à-dire que c'est des disques qui récupèrent des données, mais pour un laps de temps. Et après, ça se supprime au fait. Maintenant, on a aussi les disques, les systèmes d'exploitation qui se trouvent sur les comptes de stockage Azure. Donc, on a le service de stockage basé sur Azure, et puis on a nous avons aussi le stockage qui est en HDD ou bien en SDD. Ça dépend. En HDD, généralement, les anciens ordinateurs avec les disques en HDD. Ça, c'est pas des disques où l'écriture, où la lecture et l'écriture se faisaient de manière rapide. Aujourd'hui, on a le SDD où c'est ultra rapide. Donc, c'est-à-dire que tu allumes une machine rapidement, elle s'allume et elle te donne directement le bureau. Voici. Claver, si tu as ajouté quelque chose, ou bien Dominique? Oh, oui, 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 un petit additif. Bon, comme Marcel le disait, lorsque on crée la VM et on sélectionne le système d'exploitation, lorsque la VM est créée, le disque, par défaut, le disque, c'est celui-là sur lequel le système d'exploitation est. Le disque temporaire qui est rajouté, lui, il est rajouté comment on appelle ça, par Azure. C'est pas nous qui le créons, il est rajouté par Azure. Et en fait, il permet de stocker des fichiers qui, qui peuvent être perdus ou bien supprimés même par Azure, généralement. On peut les perdre, hein, voilà pourquoi on dit ils sont temporaires, on peut les perdre seulement dans certains cas. C'est-à-dire lorsque, par exemple, vous voulez déplacer la VM, hein, d'une région à une autre, ou bien vous devez déplacer des ressources, toute la VM même, en fait, d'un dataset à un autre, vous pouvez perdre. C'est sûr que vous allez perdre les données qui sont là-bas. Ce ne sont pas tellement des données très précieuses. Voilà. Aussi, vous pouvez monter différents disques pour les disques de données. Et ces disques-là, il faut faire attention au niveau du choix. Donc, il faut utiliser des disques du manager pour que Azure puisse euh, pouvoir gérer ce disque dur, pouvoir, en cas de maintenance, en cas de défaillance, le changer directement. C'est parce qu'il y a le choix. Vous pouvez choisir un disque dur non managé. Mais non managé, toutes les tâches de maintenance, d'administration vous reviendront. Donc, s'il y a un problème, ça sera votre problème. Azure n'est pas responsable. Et donc, si vous choisissez un disque dur managé, vous pourrez avoir accès aux autres fonctionnalités d'Azure, c'est-à-dire comme on a vu tout à l'heure, le Azure Service Encryption. Donc, vos données seront déjà cryptées. Vous pourrez, vous pourrez faire des réplications avec ces disques durs en fonction de la stratégie que vous avez adoptée. Euh, et aussi, un point important à retenir, j'ai vu que Nano posait la question. Il disait que le blob était vraiment très puissant, il était certainement très cher de l'ordre de l'utilisation. Bon, ici, si tu remarques, le stockage au niveau de ces disques, c'est objet blob Azure. Donc, c'est un stockage blob par défaut. Donc, lorsque vous créez une VM par défaut, le stockage est forcément blob. Parce qu'on s'est dit que vous voulez stocker sans doute différents types de données, comme on disait tout à l'heure, données non structurées. Donc, que ça soit vidéo, image, enfin, plein. Voilà, donc c'est ce que je voulais rajouter. OK, merci. Bon, donc après ça, maintenant, on aura la création d'une machine virtuelle dans le portail Azure, donc création et se connecter à la machine virtuelle, par Bastion ou RDP ou SSH. Tu peux prendre la main. Moi, j'ai fini maintenant. D'accord, ok. Je Tu te peux connecte arrêter le le portail. partage, hein. Oui, c'est fait.
Je me suis opposé un peu. Il existe différentes manières de se connecter Dominique, à... Dominique, s'il te plaît, il y a Nano qui a demandé c'est quoi le bastion. C'est Donc, quoi le quoi? le bastion sur Azure, le bastion, Azure Bastion. Oui, d'accord, d'accord. On va l'expliquer. On va expliquer. OK. Oui, sur cette figure, sur cette slide, pardon. Donc, comme je l'ai dit, il existe différentes manières d'accéder à une machine virtuelle sur Azure. Donc, on peut le faire à partir de votre PC on-prem, c'est-à-dire où on va accéder par IDP à partir de l'adresse IP publique, donc depuis Internet, où on accède à la machine virtuelle via le portail Azure. Par contre, le portail Azure n'est pas, n'est pas normalement accessible par tous les utilisateurs. On ne peut pas donner accès au portail à tous les utilisateurs, quel que soit même le niveau de rôle et autres. C'est pas très efficace. Donc, vu que tout le monde ne peut pas avoir accès à ce portail, donc, il faut quand même donner accès à ces machines virtuelles, mais de manière plus sécurisée. Donc, ici, de manière plus sécurisée, on va utiliser Azure Bastion. Voilà. Donc, en vrai, Azure Bastion, c'est un service qui est propre à Microsoft, qui est entièrement managé aussi par Microsoft. Donc, il va nous permettre de fournir des connexions RDP et SSH sécurisées vers les machines virtuelles. Donc, bien sûr, via des protocoles sécurisés comme SSL. Donc, lorsque vous voulez vous connecter à une machine virtuelle, vous devez en fait passer par le bastion. Passer par les bastions. Et, et donc, vos machines virtuelles n'ont pas besoin, en vrai, à ce stade-là, d'avoir une adresse IP publique faussement. Voilà. Puisque l'Azure Bastion sera l'interface. Donc, vous allez vous connecter à Azure Bastion et en fonction de votre requête, puisque vous voulez avoir accès un serveur particulier, lui va aiguiller le trafic vers cette machine virtuelle. Donc, bien sûr, il y a des règles, hein, il y a des règles qui seront établies pour pouvoir aiguiller ce trafic afin d'accéder directement à la machine virtuelle. Donc, dans ces règles, ils vont juste spécifier que toutes les adresses, et pardon, oui, c'est ça, toutes les adresses IP qui devront accéder aux machines virtuelles, donc que ce soit par exemple, ça peut être des bases de données SQL, ça peut être des serveurs d'application. Donc, toutes les adresses qui seront autorisées à avoir accès à ces ressources devront provenir du bastion. Donc, une fois que c'est fait de cette manière, vous devez forcément, même si vous passez à partir du portail ou même par LDP, vous devez forcément accéder et pardon, passer par le bastion. C'est le bastion qui va aiguiller le trafic vers la VM. Et la VM étant, bon, vous pourrez avoir accès aux ressources de la VM ou bien des serveurs qui sont derrière le bastion. Donc, en fait, c'est comme un pare-feu ou une sorte d'interface que vous devez vous connecter pour avoir accès aux ressources qui sont derrière. Si vous voulez on-prem, euh, ça ressemble beaucoup à- le nom m'échappe un peu. Au DMZ, voilà. Ça ressemble beaucoup au DMZ. Donc, la DMZ va venir protéger l'accès aux ressources dans un réseau particulier. Et puis, dans ce réseau, il y a forcément des services particuliers qui sont hébergés dans cette DMZ. Et donc, vous allez devoir euh, pour pouvoir accéder aux ressources derrière cette DMZ, il faut forcément des flux. Donc, il y a des règles qui vont autoriser peut-être
un réseau particulier à pouvoir se connecter, hein, ou pour limiter l'accès via Internet, hein, aux ressources de la DMZ. Donc, c'est un peu comme ça, vous pourrez vous connecter aux machines virtuelles. Et c'est la méthode, Azure Bastion, c'est la méthode qui a été implémentée par Microsoft afin de sécuriser la connexion Internet et via LDPE aux machines virtuelles. Et Je vais si, essayer d'ajouter un peu. J'espère qu'il connaît le RDP, le remote date. Genre, de la manière dont on se connecte à distance sur les machines, les serveurs virtuels et autres. S'il connaît ça, c'est pratiquement pareil. Donc, Azure a mis en place Azure Bastion pour tout ce qui est connexion simplifiée et puis connexion sécurisée au niveau des machines virtuelles. C'est-à-dire que quand tu veux te connecter sur une machine virtuelle, tu cliques, il y a un lien qui sort et une fois que tu mets tes accès directement, tu es connecté à ta machine virtuelle. Donc, ce sont des connexions de manière RDP ou SSH. C'est pareil, quoi. Donc, j'espère qu'il a compris ça comme cela. Bon, j'ai laissé une définition, hein, dans le groupe. J'ai laissé aussi un lien qui va vous permettre d'aller lire un peu plus sur Azure Bastion. Voilà. ok. Bon, ici, on nous montre en fait qu'il y a la possibilité de, bon, une fois la machine virtuelle créée, hein, il y a la possibilité de pouvoir créer un raccourci. Bien sinon, si vous voulez télécharger le raccourci du LDP sur votre machine. Et donc, vous pouvez cliquer et puis directement avoir accès. Vous voyez, quand on demande, c'est comme si là, on avait déjà cliqué sur LDP, on nous demande de pouvoir nous connecter euh, à la machine virtuelle directement avec l'adresse IP de l'ordinateur distant. Mais cette connexion encore va se faire toujours, comme je l'ai dit, avec, bon, via le Azure Bastion. Après, nous avons aussi la connexion avec euh, des, des machines, bon, pardon, vers des machines virtuelles Linux. Donc, ici aussi, c'est presque pareil avec les machines Windows où on accède par LDP. Sauf que pour les machines Linux, le protocole pardon, qui est utilisé, c'est le SSH et il faudra s'authentifier. L'authentification se fait via une clé déchiffrement public ou un mot de passe SSH. Un mot de passe SSH ou clé privée. Ouais. Donc, pour accéder à la machine, vous devez utiliser un client SSH. Euh, il y en a tellement, hein. Il y en a tellement. Le celui qui est sur Microsoft, c'est MOBA XTEM. Hein, ça, c'est propre à Microsoft. Il y a ConnectWise, il y a plusieurs. Donc, vous pouvez utiliser un client SSH. Et ce client va permettre d'ouvrir une session. Tu peux écrire ces clients-là dans le groupe pour eux. Tout le monde n'a pas le temps d'aller chercher, hein. Donc, après, tu mets le nom de ces clients-là dans le groupe. Ça pourra le faciliter. D'accord. Voilà. OK. Donc, après, je vais envoyer les clients qui vous permettront d'ouvrir des sessions SSH de manière sécurisée. Et donc, comme je l'ai dit, il y a soit la clé publique, soit la clé privée. La clé privée, généralement, est locale. En fait, elle est déjà sur la machine lorsque le système est installé. C'est juste que il faut matcher cela avec le mot de passe. Maintenant, la clé, il y a une clé publique. Elle aussi, bon, au niveau de Linux, pour ceux qui connaissent un peu l'administration Linux, euh, la clé publique, elle est placée, par contre, sur la machine virtuelle Linux.
ou bien on peut le mettre sur un autre service. Elle peut être externe. Donc, elle permet aussi de pouvoir se connecter en toute sécurité à un serveur Linux. Ou tout simplement, on utilise le mot de passe. Donc, tout ça, ce sont les manières de plus sécuriser d'accéder aux machines virtuelles Linux. On passe à la configuration de la disponibilité des machines virtuelles. Ici, on va voir en fait comment planifier les maintenances, les temps d'arrêt, définir le groupe de disponibilité, les zones de disponibilité, et puis tout ce qui est scalabilité, donc mise à l'échelle. Donc, la planification de la maintenance et des temps d'arrêt. Donc, pour configurer la disponibilité en fait des machines, euh, si vous voulez, euh, l'objectif même de planifier ça, c'est de rendre disponible le service qui est porté par cette machine. Donc, même si la VM est hors service, pendant cette opération de maintenance, hein, le fait que vous avez programmé ou bien produit cette maintenance, elle rend quand même elle rend disponible, pour ne pas dire totalement disponible, euh, les ressources sur cette machine, hein. Pour cela, on utilise des maintenances, des maintenances planifiées et aussi les temps d'arrêt. Excusez-moi. Par exemple, lorsqu'on doit remplacer un équipement ou euh, on doit faire, non, pas un équipement, on doit faire une mise à jour d'un logiciel, on doit faire une mise à jour du système, peut-être qu'il y a une mise à jour de sécurité très importante à faire et que généralement après les mises à jour, il y a un redémarrage qui, qui est prévu pour que toutes les fonctionnalités puissent être à nouveau prises en charge par la machine. Donc, dans ce cas, Azure va prendre soin de déplacer la VM vers un autre data center pour que vous puissiez toujours avoir accès aux ressources de, ouais, portées par cette machine virtuelle. Et c'est dans ce cas-là qu'on parle euh, des maintenances, comment on appelle ça, planifiées. Donc, désolé, moi, j'ai commencé par là, hein, par la droite. Et parce que c'est le plus simple même. Après, lorsque Euh, lorsqu'il y a, par exemple, des coupures euh, d'électricité ou bien une défaillance d'un équipement, vous voyez que là, il s'agit d'un événement vraiment inattendu. Même si on sait que les data centers de Microsoft sont très résilients avec des systèmes très performants, hein, à ce niveau pour garantir l'utilisation même indépendamment du réseau électrique du pays euh, dans lequel ces data centers existent. Il arrive parfois, bon, il peut arriver parfois qu'il y ait ce genre d'incident. Donc, dans ce cas, il faut des actions, on va dire, automatiques pour éviter de rendre indisponible encore les machines virtuelles, sinon les services qui sont portés par cette machine. Donc, Cette, ce type de migration est appelé migration automatique, sinon réparation. En fait, il s'agit d'une migration d'urgence, vu que l'arrêt ou bien l'incident qui est arrivé est vraiment inattendu. Donc, elle va permettre de déplacer le serveur, hein, vers d'autres serveurs, pardon, ou bien sinon de déplacer directement le service vers un autre serveur afin que la machine ne s'arrête pas. Bien sûr,
vu qu'il y a eu quand même on va dire, ce petit arrêt inattendu, il peut avoir des fichiers manquants, hein, au niveau système même. Donc, tu peux ralentir l'accès même aux ressources ou bien ralentir l'utilisation des services. Donc, Azure va effectuer une réparation. Voilà pourquoi on parle de migration automatique et réparation aussi. Donc, c'est dans ce cas-là, il y a des temps d'arrêt inattendus. Et au niveau de la maintenance non planifiée, ça, on va dire, c'est plus au niveau peut-être d'un changement d'un équipement physique. Voilà. Ça peut être, je sais pas, une rallonge, une boîte d'alimentation, un truc de ce genre qui est défaillant. Donc, c'est quelque chose que on n'a pas planifié, qu'on ne peut pas planifier en fait. Donc, pour éviter que les VM subissent aussi un incident, on va déplacer manuellement le serveur. C'est aussi appelé migration en direct. Donc, ça, ce sont ces types de maintenance et de temps d'arrêt qui existent au niveau de Microsoft Azure. Et pendant ces temps d'arrêt et maintenance non planifiés, les services portés par ces serveurs sont toujours disponibles. Il peut arriver que l'accès peut être un tout petit peu dégradé, sinon l'utilisation un peu lente, mais c'est vraiment de très courte durée. Donc, les groupes de disponibilité. Donc, il faut dire que dans chaque data center, dans chaque data center, il y a ce qu'on appelle les zones de disponibilité, hmm, qui, qui sont composées de deux data centers virtuels. Cela implique aussi la mise en place de de groupes de haute disponibilité, hmm. Donc, ces groupes de haute disponibilité vont permettre soit de dupliquer la VM en cas de souci pour qu'elle puisse rester toujours disponible. Donc, pour faire plus simple, les groupes à haute disponibilité sont des groupes logiques de machines virtuelles afin de réduire les défaillances qui pourraient euh, s'enchaîner en fait dans ce groupe. Ou bien et puis aussi pour réduire les pannes simultanées au niveau de ces machines virtuelles. Donc, cela est particulièrement utile lorsqu'une région ne prend pas en charge les zones de disponibilité. Donc, voilà pourquoi il est important faire, de, de faire attention au niveau de l'emplacement de vos données. Si vous voulez mettre en place, par exemple, un service pour contrôler l'accès, euh, une application mobile euh, pour gérer des comptes bancaires et que vous voulez avoir une haute disponibilité, c'est important déjà de choisir des zones où il y a des zones de disponibilité ou bien de créer des groupes à haute disponibilité. Et dans ces groupes, vous allez associer plusieurs machines. Ces machines-là auront les mêmes caractéristiques, hein, et auront aussi les mêmes configurations, de sorte que si une machine est impactée, euh, les autres puissent porter le service. Donc, l'utilisation des groupes à haute disponibilité aussi permet comment on dit, c'est une solution qui permet de pouvoir respecter les SLA de 99,99% que Microsoft garantit. Et aussi l'utilisation des groupes de la haute disponibilité n'entraîne pas de frais supplémentaires. Donc, vous payez que pour le nombre d'instances de machines que vous allez mettre dans le groupe que vous avez créé.
C'est pas en fait pour le groupe que vous payez, mais plutôt le nom des machines virtuelles que vous allez créer qui seront dans ce groupe. Donc, c'est bon. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les machines virtuelles d'un groupe à haute disponibilité exécutent tous les mêmes fonctionnalités. Voilà pourquoi je dis qu'ils ont tous les mêmes caractéristiques. Ils ont les mêmes logiciels qui sont installés sur euh, ces machines. Et Azure veille aussi à ce que les machines virtuelles s'exécutent sur plusieurs machines physiques et puis aussi dans différents racks pour éviter que lorsque une machine est touchée, elle puisse impacter directement l'autre. Voilà. Donc, lorsque vous voulez implémenter en tout cas c'est les groupes de haute disponibilité, c'est sûr, pensez redondance, réfléchissez aussi à, à utiliser les disk managers pour Azure. Voilà, ça va faciliter en fait la disponibilité puis la gestion même des ressources. Ah. Donc, dans les groupes de haute disponibilité, il y a ce qu'on appelle les domaines d'erreur et les domaines de mise à jour. Donc, un domaine d'erreur, lui, il va définir en fait un ensemble de machines virtuelles qui vont partager le même matériel d'abord. De sorte que s'il y a un problème, si un composant, euh, toutes les machines, euh, toutes ces machines sont impactées. Donc, les VM qui sont dans le même domaine d'erreur vont être placés dans un groupe de disponibilité, mais dans deux domaines. Ce qui signifie que si vous avez un serveur physique qui partage, par exemple, euh, 5 VM, si ce serveur physique tombe en panne, vous perdez vos VM. Donc, pour éviter cela, Azure va mettre en place ces VM sur un serveur physique et dupliquer sur un autre serveur physique, de sorte que si un incident survient sur le rack 1, comme sur l'image, ou bien sûr pardon, sur le serveur physique 1, euh, le serveur physique 2 puisse prendre le relais, parce que lui, il est disponible. C'est assez ressemblant à ce qu'on a au vMotion au niveau de VMware. Donc, sur le premier hyperviseur, vous avez toutes vos machines virtuelles. Il y a le vMotion qui est configuré. Et le vMotion, lui, il prend en compte deux ou trois ESI. Donc, trois hyperviseurs, deux ou trois hyperviseurs. Donc, une fois qu'il détecte que le premier a un souci, directement, il met toutes les VM vers l'autre. Donc, c'est le deuxième qui prend le relais et c'est avec cette deuxième machine que vous pourrez avoir accès à toutes vos ressources directement. Donc, et ça se fait de manière transparente. Vous ne verrez rien, vous ne saurez rien. Il y a le deuxième aspect. Oh, putain. Excusez-moi, ma machine va s'éteindre.